refait le Mac, de retour. Après quelques semaines d'absence, vous avez bien fait d'attendre car on vous réserve un invité exceptionnel aujourd'hui et plein de cadeaux, soyez attentifs. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Pour son 130e numéro, la fine équipe dont refait le Mac reçoit Philippe Starck, le designer le plus connu de la planète, va nous parler de sa vision du design et des objets numériques. L'artiste porte un regard tout particulier sur Apple et se confie en exclusivité sur Steve Jobs. Les deux hommes étaient amis et ont longuement échangé pour la conception du yacht du cofondateur d'Apple, un bateau intégralement dessiné par Philippe Starck et invité exceptionnel, cadeau exceptionnel. Sonos vous offre une paire d'enceintes Wi-Fi Play 3 couplée à un bridge d'une valeur de 700 € à remporter en répondant à la question posée en fin d'émission. On refait le Mac épisode 130, rencontre avec Philippe Starck. Invité exceptionnel, concours exceptionnel cette semaine, donc soyez bien attentifs. La réponse vous sera donnée tout au long de cette émission pour emporter donc cet ensemble d'enceintes Wi-Fi offert par Sonos d'une valeur de près de 700 €, donc profitez-en. Alors avec comme chroniqueur cette semaine, on retrouve Fanny Bouton du site fannysparty.com qui est là avec nous bien sûr cette semaine. Bonjour Fanny. Bonjour. Ça va bien? Ça t'est Ça pas va trop long bien. ces 3 semaines d'absence? Non, je suis allée Très voir bien. les aurores boréales en Norvège, c'était fabuleux. Ah, t'as bien profité des vacances, mais on a travaillé, on n'est pas parti en vacances. On refait le Mac, faut Désolée. pas Mais croire. t'as les cheveux qu'on poussait, Autre Fanny. personnage. Oui, Non, je autre, les ai perso- coupés, regarde. Ah. Je les ai autre décrochés. personnage récurrent dans Refait le Max, c'est bien sûr Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Salut Olivier, moi aussi je suis en pleine forme, je reviens du ski, plein de globules rouges, donc ça va être une Ah émission ouais, t'es terrible. carrément dopé. Ouais, Très c'est bien. clair. Autre chroniqueur que vous connaissez bien dans Refait le Max, c'est bien sûr Rodrigo Sepúlveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo, ça va bien? Ça va pas mal, mais en ce moment, j'ai tout troqué contre consultant en stratégie pour les grands comptes. C'est déjà Stratégie pas mal. digitale. Ouais, ça Ouais, me donne ouais. mal à la tête déjà ce que tu me dis. Alors, et Ah ben, puis, c'est pas compliqué. Il y a des très très grosses boîtes avec plein de gens, avec plein de chiffres d'affaires, et qui Ouais. se disent, je fais quoi dans le digital? Et ben en ce moment, je suis en train de les aider à réfléchir à ce sujet. D'accord, très bien. Donc il faut aller voir Rodrigo si vous avez besoin de conseils. Et Cédric Ingrand de LCI donc, a eu un petit empêchement de dernière minute. Donc il va essayer de nous rejoindre, on l'espère, durant l'émission. Donc théoriquement, il devrait arriver en retard. Et le meilleur pour la fin, bien sûr. Philippe Starck, bonjour Philippe, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est un plaisir. Ça va bien? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis trop fatigué, je suis de mauvaise humeur et j'ai un bouton sur la tête. Allez, ça Donc montre ça va pas du qu'on tout, est du comme tout. à la maison. On refait le match. Je vais essayer d'être aimable. Alors C'est un Philippe, gros oui, on travail, vous je fait vais j'en confiance. sueur. Philippe, on ne vous présente plus, bien sûr, vous êtes certainement l'un des designers les plus connus de la planète. Donc merci encore une fois d'accepter notre invitation. Parmi les centaines de créations entre les immeubles, les motos, les bateaux, les brosses à dents, vous avez dessiné aussi des objets bien sûr high-tech. Il nous a semblé intéressant d'avoir votre regard sur cette industrie, aussi bien en tant que designer qu'utilisateur. Car avant de parler de design, si vous êtes d'accord Philippe, on va un petit peu parler de vous. Êtes-vous un passionné d'objets high-tech? Êtes-vous un geek concrètement, Philippe? Non, non, pas du tout, et je crois que c'est mon seul intérêt. C'était d'ailleurs une conversation que j'avais eue avec Bill Gates il y a assez longtemps, qui me demandait ce qu'on pourrait faire ensemble, et je lui avais répondu que si c'était pour faire ce que les geeks aiment, c'était pas la Ouais, peine de m'appeler dans la mesure où ils savaient très bien le faire. Mais ouais, peut-être pour traiter les sujets des gens qui ont horreur de l'informatique, dans ce cas-là, je pouvais aider, parce qu'on s'aperçoit que ceux qui aiment ont tout, ceux qui ne l'aiment pas n'ont rien. Et en fait, il y a un vrai territoire créatif, industriel et économique pour ceux qui n'aiment pas, comme les voitures, pour les gens qui n'aiment pas la voiture, par exemple. ouais. Ah, Et donc, non, je fais partie des gens qui préfèrent la technologie maîtrisée. Alors, on est quand même en train d'y arriver, ceci dit, grâce à Apple, en effet, grâce à Steve.
C'est vrai que la technologie rejoint les imbéciles comme nous qui savent à peine faire un numéro de téléphone et qui en sont presque fiers, en tout Parlez cas, pour vous, qui s'en hein, servent Philippe. pour... Non, mais moi, je me sers de... Vous savez, moi, je suis un ordinateur, moi-même. Alors, j'ai un ordinateur extrêmement rapide, dans la mesure où de l'intuition à la production, ça va extrêmement vite. Donc, il me faut des Hmm. outils qui aillent aussi vite que moi. Dans le temps, c'était plus lent que moi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses qui commencent à être tellement, tellement en easy access que ça commence à être compatible. Mais je Ah, préfère vraiment On a tellement travaillé là-dessus, justement. Je sais que vous allez parler de Thomson. On a ouais. tellement travaillé là-dessus depuis 30 ans. Je ne me rappelle plus quand j'étais directeur artistique de Thomson, mais il y a Hmm. très longtemps. Mais c'était notre sujet principal. À l'époque, là, on n'avait pas la technologie. Aujourd'hui, on l'a et ça commence à fonctionner. Alors Philippe, concrètement, vous n'êtes pas un geek, mais quel est votre attirail, votre panoplie high-tech aujourd'hui? Je me souviens, parce que j'ai eu la chance de vous rencontrer il y a 2-3 ans, on avait fait une interview pour Feu le magazine SVM Mac. Vous me disiez qu'un objet en particulier avait changé votre vie, car vous voyagez beaucoup à l'époque, toujours aujourd'hui bien sûr. C'était l'iPod, c'est fini le mini-disque, c'est toujours le cas avec l'iPod aujourd'hui? Oui, non, je me suis longtemps acharné avec mon mini-disque. C'est normal, j'en avais 800, choses comme ça. C'était quand même un gros investissement, fait Vous tous à la balayadiez main. avec 800 mini-disques en permanence sur Oui, vous, bah, c'était assez dites-moi. pénible, mais c'était mieux quand même que voyager avec des CD Oui, ou des vinyles, hein. ouais. Non, évidemment, je suis iPodien, iPhonien. Je suis plus iPodien et iPadien qu'iPhonien parce que je ne téléphone pas. Je téléphone à personne et comme je téléphone à personne, Pourquoi personne ne me téléphone. évidemment, Philippe? Pardon? Pourquoi évidemment? Bah parce que c'est le système pour les non-geeks, justement. C'est Ouais. tout le désavantage du système fermé pour les geeks, mais tous les avantages du système fermé pour les idiots comme moi. Hmm. Et moi, je cherche avant tout la plus grande fiabilité, la plus grande simplicité. Donc, je le répète, l'iPhone, je m'en sers pas. L'autre jour, au bout de Ouais, deux bon. mois de travail dans mon île, j'ai cherché au moment de faire mes bagages mon iPhone et je me suis aperçu qu'il était au coffre-fort. Depuis 2 mois, je m'en étais même pas aperçu. Donc, C'est pour ça qu'on a tant de mal à vous joindre, Philippe. Je oui, ça comprends c'est le mieux moins qu'on maintenant. puisse dire. Donc, mon outil principal aujourd'hui, c'est le mini iPad. C'est le mini Ouais, iPad dont je suis c'est extrêmement ça. content. Hmm. Donc, le mini iPad plus mon casque Parrot, ça me suffit. Pas d'addiction particulière donc aux produits concurrents éventuellement, parce qu'il y a eu beaucoup de grands progrès en matière de qualité de fabrication, de design, d'interface du côté d'Android et de Il y a, Samsung, il y a par Monsieur exemple. Samsung qui vient de m'offrir, gravé à mon nom, son téléphone Samsung. J'ai pas encore eu le temps d'ouvrir la boîte, mais je pense qu'il a l'air très bien. Certaines personnes disent qu'il est mieux, Ouais, mais j'ai peur, bien qu'il m'ait promis des gens qui allaient venir d'Angleterre pour m'apprendre à m'en servir, d'accord, on en est là. j'ai peur qu'il ne s'inscrive pas dans un univers cohérent qu'avait inventé Steve. Et c'est à peine le produit qui m'intéresse, c'est l'univers cohérent où tout Hmm. fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a de la fluidité, il y a de l'harmonie, et de là en découle de la fiabilité. C'est la seule chose qui m'intéresse. Après, Hmm. j'imagine que la différence entre les deux produits est un petit peu sur la marge, excepté le circuit fermé et le circuit ouvert. Et cette marge, elle ne m'intéresse pas. Vous parliez tout à l'heure de Thomson. Avant Thomson, avant l'aventure de Thomson, revenons au design, hein, Philippe, Mhm. puisque vous avez introduit sur ce sujet. Avant Thomson, votre premier, à ma connaissance, que j'ai pu de mémoire ou suivre dans votre biographie, votre premier objet high-tech qui a été conçu, ça a été le LaCie, enfin c'était même pas LaCie à l'époque, hein, c'était des deux, le K1, hein, le fameux gros Alors, disque dur. C'était en 1991, si je me souviens bien, Philippe. oui, mais en fait, il y a bien avant. Il Ouais. y a bien avant, et personne ne le sait, et moi-même j'ai oublié, c'est qu'en fait j'ai dessiné les premiers micro-ordinateurs. Apple n'existait même pas, et c'était des Commodores. Vous vous Ah D'accord. oui, rappelez la marque Commodore? très bien. Ouais. Ouais, et j'avais dessiné les premiers. Il fallait nous retrouver les dessins, Philippe, pour qu'on les Et oui, diffuse. je les ai vus l'autre jour, c'est pour ça que j'y pense. Ouais. Ils étaient extraordinairement modernes. Pas ceux qui ont été faits, évidemment, ceux qui avaient été dessinés. Après, il y a eu un grand temps sans rien. Et en effet, on est passé à la scie avec un propriétaire que j'aime beaucoup, qui pour moi est un bloc d'intelligence. Bah, Philippe Sproor, qui a déjà Ouais, participé à cette émission notamment, qui vous a j'adore ce succédé en tant type. qu'invité.
Concrètement, à l'époque, le design, surtout que c'était plutôt des produits professionnels, c'était pas forcément une préoccupation des fabricants high-tech. Alors, vous étiez considéré un peu comme un ovni dans cet univers? Bah, c'était l'univers du beige et du beige, au mieux du beige et du marron, en fait on devrait dire plutôt au pire. Et c'est vrai que quand on parlait de design là-dedans, c'était même pas, il y avait simplement un mur d'incompréhension, puisque c'était clairement une inutilité. Parce que il y a quand même une spécificité du milieu geek qui est la culture, L apostrophe aculture, qui n'est pas un défaut, qui n'est pas une qualité, mais c'est un état de acculturisme. Donc le design étant malgré tout, ayant, on va dire, une facette culturelle, ça ne les préoccupait pas du tout. Et c'est vrai qu'il a fallu, moi, un peu, Thomson, avec toutes les marques, Saba, Telefunken, je me Dont rappelle vous avez plus été toutes le les directeur autres, artistique. dont j'étais DA, je crois, une dizaine d'années. On a sauvé le Dans groupe. les Le années groupe qui, 90. oui, je pense. On va y Ce groupe revenir qui d'ailleurs. allait être donné pour un franc, je crois, à un groupe coréen. Et on l'a sauvé Ouais. par le design. Mais je ne vous cache pas l'extraordinaire difficulté, l'extraordinaire combat permanent. C'est-à-dire que je passais 90% de mon énergie à me battre dans les couloirs, dans les réunions, pour imposer un petit peu d'intelligence, un petit peu de fonctionnalité, un petit peu de vision. Et j'avais devant moi des commerçants totalement bornés. Et je vais vous raconter une histoire terrible que peu de gens connaissent. C'est que j'ai eu dans mes mains l'iPod. L'iPod a été fait chez Thomson. Il s'appelait le Maestro. Et ça a été développé par un type qui s'appelait Lefebvre. Et bizarrement, je C'est sais l'ancêtre de qu'aujourd'hui, l'iPod. l'ancêtre de l'iPod, et Mhm. bizarrement, j'ai entendu dire que chez Apple, il y a un type qui s'appelle Lefebvre. Et je me demande si c'est pas lui On va qui, poser la question à découragé, Apple. est parti chez Apple. Mais reste que un jour, il y a ce Lefebvre qui arrive dans mon bureau avec un iPod. Et il me dit, voilà, Philippe, c'est ça l'avenir. C'est ça, on peut mettre, je me rappelle plus, X milliers de disques, on peut mettre des images, choses comme ça. Je vois ça, j'ai un flash, je le prends, je cours chez le président, Presta à l'époque, et je dis arrêtons tout. Arrêtons tout, il faut tout miser là-dessus. Et rien n'a été fait, et ils ont viré Lefebvre. Vous vous rendez Alors, compte il y un a- petit peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet univers des grandes industries, pas seulement françaises malheureusement, il y a non seulement, je dirais, la tyrannie des études de marché, peut-être, Philippe, C'est et au-delà peut-être d'abord la peut-être tyrannie également. du dinosaure. C'est-à-dire que arrivé à une certaine taille, à une certaine dimension, à une telle diversité de marques, c'est plus gouvernable. Il y avait, je me rappelle plus, 40 bureaux de design complètement ineptes qui rêvaient que de faire des ghetto blasters qui ressemblaient à des Porsche. C'était d'un crétinisme absolu et c'était ingouvernable. Rodrigo aime beaucoup Et Porsche. c'était un groupe où il y avait deux personnes, j'aurais la prétention de dire, avec deux lobes au cerveau, c'est-à-dire il y Ouais. avait le président et moi-même. Et on ne dirige pas un groupe comme ça, qui était à l'époque troisième mondial, simplement à deux personnes. Et on a sauvé le groupe, mais on n'a pas été récompensé, ça c'est le moins qu'on puisse Oui, dire. parce que par la suite, malheureusement, il a été vendu. On va y revenir un bref instant tout à l'heure, justement, sur l'avenir de ces groupes français que vous avez bien connus. Messieurs, n'hésitez pas à intervenir, hein, c'est aussi N'hésitez votre pas, émission. oui. Ou Fanny, s'il y a une question Twitter. On voulait savoir quel était son téléphone favori, mais il a clairement répondu que finalement il n'y en avait pas Non, 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 spécialement. non, non, ma réponse c'est que je n'ai pas de téléphone favori parce que je me sers pas de téléphone. Mais si c'était mon favori, évidemment c'est l'iPhone, oui. En fait, ce que j'aimerais, c'est que le mini iPad fasse téléphone. Ouais. Et là, Ouais, là, ouais. ça serait formidable pour moi. Apparemment, c'est le prochain Samsung qui va faire ça, mais je ne veux pas polémiquer. C'est le cas. Monsieur X, Rodrigo, une petite question pour Philippe, si vous en avez une, bien sûr. Ah, moi, je me souviens très bien des disques durs, les K1. On devait être en 91 de ou la 92 D2. ou K2. C'était des Exactement. gros blocs avec un œil de cyclope vert. C'est ça? Oui, il y C'est avait ça. un petit et un grand, et je crois que c'est la première fois où il y a eu une exploration un petit peu de l'humanité dedans. C'est-à-dire qu'il y avait juste un œil, et cet œil, l'intensité de cet œil, si j'ai bonne mémoire, fluctuait avec le travail du disque,
Et on commençait déjà symboliquement à une vraie interaction avec le matériel. C'est un assez joli produit, hein, il était très très radical. C'est un collector. L'idée, en clair, Philippe, c'est par le design, on tente de rassurer l'utilisateur qui utilise des objets technologiques qui Bah, font plutôt peur, par définition, surtout à cette période-là, moi je dirais par d'abord, leur complexité. je poserais le problème à l'envers. Mhm. Si aujourd'hui le design, on peut dire, est globalement généralisé, on voit que le design fait ou défait une marque. Si on prend Audi, rappelez-vous que Audi s'appelait DKW Auto Union. C'était des Mhm. voitures à moteur deux temps qui étaient un petit peu plus mal dessinées que des Trabants. Et donc arrive Ça a la bien fée, changé. ça a changé, ça change de propriétaire, ça change de design et ça devient une des voitures les plus désirables, les plus chics. Et Audi aujourd'hui est une grande marque. Donc pourquoi le design a montré sa réalité partout et pourquoi pas dans l'électronique? C'est ça qu'il fallait se poser. Pourquoi il y a eu autant de retard? Après, le design dans l'électronique est condamné. C'est-à-dire que le seul bon design dans l'électronique, c'est qu'il n'y en ait pas, c'est qu'il y en ait moins. Ça a été la vision de Dieter Rams, Mhm. c'est la vision de Johnny Ive, ça a été la vision de Steve en disant il n'y a besoin de rien autour du contenu. Et donc ça amène à un vrai souci pour les designers, c'est que le travail est seulement de prendre la meilleure technologie directement du tiroir de l'ingénieur et avoir le courage et travailler comme fait Johnny, millimètre par millimètre, dixième de millimètre, centième de millimètre pour qu'il n'y ait plus rien autour. Mhm. Donc c'est un travail inverse de ce que l'on pourrait croire dans l'électronique, qui est quand même applicable au reste, c'est qu'il faut avoir le courage de rien faire. Mais ce rien faire, je le répète, est un énorme boulot, demande une grande rigueur morale, mais en effet, entre Steve et Johnny, c'était quand même des gens extrêmement sérieux. Je me souviens, Philippe, que lorsqu'on s'était rencontrés il y a 2-3 ans, vous m'aviez dit une phrase qui m'avait marqué parce qu'elle n'était pas anodine. Vous m'aviez dit à l'époque, le vrai designer d'Apple, ce n'est pas Johnny, c'est Steve Jobs. Vous maintenez toujours? Non, je ne maintiens pas. Je ne maintiens pas. Je pense que Du moins, euh, qu'est-ce que vous vouliez dire à non, je l'époque? pense que Steve, maintenant je connais mieux le sujet Mm. quand même. Oui, on va en Steve, parler, évidemment, j'espère. est le grand visionnaire, le grand rassembleur, le grand chef d'orchestre, mais le designer et Johnny, c'est extrêmement clair. Puisque moi aussi, j'ai été le designer de Steve, je sais comment il travaille. Mm. Steve est quelqu'un qui oblige l'autre à encore plus de rigueur et toujours plus, jusqu'à une sorte de folie d'ailleurs. Mais c'est pas lui qui dessine comme vous pourrez le croire. Mm. D'accord. Alors, vous parlez Steve Jobs, vous me le tendez une perche énorme, vous pensez bien, Hein. Philippe. Vous dites que vous avez travaillé avec lui. Si je vous dis Vénus, vous pensez à quoi, Philippe? Vénus, ça doit être une étoile, non? Un truc comme ça. C'est quelque chose qu'on trouve sur votre site internet également. Non, pour les gens qui nous regardent, expliquez un petit peu qu'est-ce Non, que le bien projet sûr, non. Vénus. J'ai fait le bateau de Steve, on a travaillé presque 6 ans ensemble. 6 ans. 6 ans, D'accord. oui, c'était très très long. C'est-à-dire que ça a commencé par une histoire assez drôle. Je trouve sur mon bureau un mot de ma standardiste qui fait: il y a un monsieur qui voulait vous parler, mais je ne voulais pas passer, bien qu'il disait que c'était un de vos amis, mais je me suis méfié. Il s'appelle Steve Jobs. J'ai fait bon, d'accord. Bon, bah tant pis, hein, voilà, on va pas en faire une histoire, c'est sûrement Bon. dommage. Et une semaine plus tard, on court pour prendre l'avion pour partir à Los Angeles. Et on a les mototaxis qui attendent en bas en escadrille. Et là, dring dring, et là, la standardiste toute blanche me fait: il y a Monsieur Steve Jobs encore au téléphone. Là, je le prends, j'enlève mon casque, et il me fait: est-ce que vous voulez faire un bateau? Je fais oui. Est-ce que vous savez les faire? Oui. Et il me dit deux, trois paramètres comme ça. Et je fais Hmm. bon, d'accord, j'ai pas le temps, j'ai raté mon avion. Il me fait: on se voit dans 15 jours. Je fais ok, d'accord. Et j'arrive à Los Angeles. Et j'ai un petit peu de problème pour dormir avec le décalage horaire. Je prends mon papier et je dessine le bateau entièrement. En une heure Comme et ça. demie, entièrement. Mais ça, c'est un peu ma spécialité. Ma femme dormait à D'accord. côté de moi. Et le lendemain matin, j'envoie les papiers au bureau. Je dis: écoutez, n'importe comment, faites tous les plans et même faites la maquette.
Et après, C'est-à-dire que Steve vous devez rappelle. dessiner aussi bien l'extérieur que l'intérieur du bateau. Ah bah évidemment, c'est surtout l'extérieur. Moi, je l'ai dessiné entièrement. Il n'y a pas un boulon D'accord. là-dedans qui ne soit pas dessiné par moi, malgré ce que certains essaient de faire croire. Ben voilà, Et c'est dit. oui. Et, euh, et donc, 3 semaines après ou 15 jours après, je ne me rappelle plus, on va à Palo Alto chez Steve et pour qu'il me donne le programme. Et en fait, au lieu qu'il me donne le programme, je lui ai apporté la maquette. Et lui, qui était quelqu'un d'extrêmement dur, extrêmement, c'était pas un 10 ans. Il parlait très Pas très un peu et temps. ce qu'il disait était en général extrêmement sec. Et là, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il a pris la maquette comme ça et il a dit c'est au-delà de tous mes rêves. C'est Ouais. au-delà de tous Et mes ça, rêves. C'est à peu c'était près mot donc il y a pour mot. 6 ans. Ouais. Et Euh, donc, on n'a jamais rien changé de ce bateau. Il est strictement la maquette. D'ailleurs, il l'avait toujours sur ça. Il n'avait rien chez lui. Mais il avait simplement sur une console ou sur la table basse devant lui dans son salon cette maquette qui est restée là 6 ans. Mais pendant 6 ans, on a fait la chasse aux détails. C'est-à-dire que pendant 6 ans, millimètre par millimètre, on a essayé toutes les façons de rendre la chose la plus radicale. Et en fait, notre propos était strictement philosophique. C'est-à-dire que quand il y avait même une question entre Steve et moi, Steve me demandait, et ça, qu'est-ce qu'on fait? Je lui disais, Steve, je crois que ça, ce n'est plus dans notre philosophie. Et quand je lui disais que ce n'est plus dans notre philosophie, là, tout s'arrêtait et on recommençait. Ça a été un ouais. travail acharné, et ce bateau est une œuvre religieuse, on pourrait dire. C'est-à-dire que C'était la c'est dernière œuvre de sa vie, on peut le oui, dire, oui, oui. Philippe. Non, mais ces deux malades mentaux, lui et moi, qui se sont acharnés à créer de la perfection absolue. Et il n'y aura plus jamais de bateau comme ça. Non pas qu'il ait coûté spécialement cher, c'est simplement qu'il n'y aura plus jamais deux personnes ensemble comme ça pour faire un travail qu'on peut dire de fou. Voilà Mm. l'histoire du bateau. On a entendu parler de ce bateau pour la première fois dans le grand public suite à la publication l'année dernière de sa biographie, hein, qui a Mhm. été écrite par Walter Isaacson. Il en parlait, Steve Jobs, avec des mots très, 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 très émouvants, hein. Oui, oui. Il le décrivait un petit peu comme sa Madeleine de Proust, hein. C'était un petit Oui, peu oui, une oui, manière oui, mais pour enfin lui. bon, il a une petite inélégance qu'on va lui pardonner. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit que c'est lui qui l'a fait, c'est pas vrai. Mais ça, c'était tout le problème de Steve, on en parle bien dans Non, la, il parle de vous, dans. hein, Oui, Philippe. oui, mais enfin comme un décorateur à l'intérieur, c'est pas vrai. Oui, bon. Mais c'était sa distorsion de la réalité bien connue. Oui, champ de C'est-à-dire distorsion. que, oui, je pense qu'il devait penser qu'il l'avait fait, sûrement, j'espère pour lui. Sans Je ça, ce pense serait un qu'au sein, menteur, ce serait moins drôle. Je pense qu'au sein d'Apple, des gens aussi se font la même réflexion sur certains produits qui sont sortis, mais c'est vrai Ah Steve bah Jobs a c'est tendance à évident, oui. s'accaparer des projets. Oui. Donc je vous disais, il considérait un petit peu ce projet comme l'un de ses derniers projets de Mhm. son vivant. Malheureusement, il l'a pas vu, hein, de son vivant, le projet final. Non, et c'est C'était donc très ça. triste parce que quelques mois avant sa mort, il m'a dit, tu sais Philippe, t'as longtemps cru que je le verrais pas, et je viens de parler avec mes médecins, et je vais le voir. Et il est mort. C'était un petit peu, vous savez, ça a été, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été affreux. Ça a été affreux, c'était horriblement émouvant, parce que même cette personne très dure était très 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 attachante, et de le voir mourir comme ça sur pied, ça a été vraiment affreux. On passait des journées quand même presque en larmes. Il fallait se retenir pour pas être en larmes. Vous, J'en dirai pas plus, mais c'était très 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 émouvant. vous rencontriez souvent, donc vous alliez le voir directement On pour passait faire avancer le projet. une journée par mois ensemble. C'est-à-dire Mm. qu'une journée par mois, pendant 6 ans, j'arrivais le dimanche matin chez lui et je repartais le dimanche soir. Monsieur X, J'ai une peut-être, une question, question. Philippe. Je vous écoutais décrire le processus de travail que vous aviez avec Steve. Et la question que je me pose, c'est comment vous avez réussi à faire ce travail sans que Steve voit au fur et à mesure le bateau se construire et puisse mesurer de manière quasiment physique que ce que vous imaginiez tous les deux était en train de se construire. Parce que sur les autres produits d'Apple, il était capable effectivement de s'attacher à tous les détails, mais de faire des allers-retours sur les prototypes. Et là, il n'a jamais Ouais, vu le produit. non, non, il l'a jamais vu. Il l'a jamais vu parce que c'était pas un voyageur d'abord, et aussi parce qu'il avait une totale confiance en moi. C'est-à-dire qu'on travaillait en totale symbiose. Mhm. Je vais raconter une histoire comme ça
ça fait un petit peu vantard, mais elle est vraie. Un jour, on parle comme ça, il avait eu sa grosse opération. Et je lui dis alors, il me fait, bah tu sais, je vous la fais courte, hein, mais tu sais, non, j'aimerais pas changer ma vie, je suis très très heureux. J'ai trois choses dans la vie, j'ai ma famille, j'ai ma société et j'ai you guys, moi et ma femme. Et j'ai vous dans ma vie, et il m'a dit le seul problème que j'ai dans la vie, c'est que vous habitiez pas dans ma rue. Et je crois qu'il l'a dit à peu de gens de ça. Et en effet, on était en totale symbiose. C'est-à-dire qu'on travaillait 12 heures ensemble tous les mois, si ce n'est plus, mais presque sans parler. C'était par le regard. À un moment, il avait un doute, il levait les yeux, il me regardait dans les yeux, et dans les yeux, on se mettait d'accord ou pas. Et c'est pour ça que le bateau est unique, parce qu'il est vraiment fait par une personne à quatre lobes, on pourrait dire. Donc il existe une personne auquel Steve Jobs faisait confiance. Visiblement oui, et je crois que je fais partie des rares personnes, je continue à me vanter, à qui il a dit t'es un génie. T'es un génie, en fait il a dit précisément moi et mon collaborateur Thierry Gauguin, vous êtes des génies. Philippe, en termes de technologie, il avait des exigences particulières pour ce bateau? Non, il détestait la technologie. Il détestait tout ce qui est nouveau. Il détestait tout ce qui était nouveau. À chaque fois qu'on lui apportait quelque chose un petit peu original, nouveau et fiable, parce que je suis pas un crétin, il disait ah oui, that's designer shit. Et dès qu'il y avait le label designer shit dessus, il le mettait de côté, c'était terminé. Il ne voulait que des solutions sur-traditionnelles, sur-fiabilisées, aucune aventure. Ouais. Avant de revenir au design pur, hein, à votre métier et aux produits que vous avez designés, aux autres produits que vous avez designés, encore un petit mot sur le bateau. Ça m'a personnellement un peu surpris quand j'ai appris qu'il envisageait, à l'image de son ami Larry Ellison, hein, c'était l'un de ses meilleurs amis, le patron d'Oracle, de se faire construire un bateau. C'est du moins l'image qu'on avait de l'extérieur. Je n'avais pas la chance de connaître comme vous, Philippe, de quelqu'un qui n'aimait pas du tout les signes extérieurs de richesse. Vous avez décrit chez lui comme quelque chose d'une maison assez minimaliste. Et pourtant, un yacht, c'est quand même un signe extérieur de richesse. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il voulait en faire? C'est quelqu'un qui était cohérent avec lui-même, qui vivait dans une austérité incroyable. Je ne suis pas un garçon très gai, mais je serais incapable de vivre dans l'austérité comme lui. La plus moche de mes voitures est plus belle que ce qu'il avait. C'est gentil pour Mercedes, Philippe. Non, mais c'est assez étonnant. C'est assez étonnant à ce point-là. Mais il a voulu ce bateau pour lui, pour sa famille, surtout pour être loin, je pense. Puisque il a fallu se battre pour qu'il y ait une passerelle. Il voulait même pas de passerelle. Parce qu'il voulait jamais aller dans un port. Il voulait être loin de tout. C'était comme Bill d'ailleurs. C'est assez étonnant, c'est assez remarquable. C'est des amoureux du silence. C'est des gens qui veulent un silence absolu autour d'eux. Et donc le bateau pour lui c'était une façon d'être loin et dans le silence. Après la façon de le faire était tellement anti-fric, anti-bling-bling, anti-luxe, était d'une telle austérité jusqu'à pas mettre de serrure aux portes, jusqu'à ne mettre aucun système de sécurité, des choses réellement incroyables, que c'était malgré tout une démonstration que quelqu'un peut avoir envie d'être sur la mer sans être sur la vulgarité d'un tas de fric. Qu'est-ce que va devenir ce bateau maintenant que Steve Jobs n'est plus là? J'en ai aucune idée. On se pose des questions, on n'en a aucune idée. On ne sait pas. On a lu, à tort ou à raison, info ou intox, qu'il y avait eu quelques soucis au moment du règlement du bateau. Parce que nous, on avait des relations avec Steve purement amicales, de totale bonne foi. Et quand il est mort, il y a des avocats qui ont voulu faire le cacou et montrer que c'était plus fort que la moyenne, en essayant de ne pas honorer les engagements. Et c'était tellement inacceptable en termes moraux par rapport à la mémoire de Steve que je l'ai très très mal pris. C'est pas un problème d'argent, c'est un problème de principe. L'entourage ou les employés de Steve n'avaient pas à trahir la mémoire de Steve.
Ouais. Donc vous avez fait quoi? Saisir le bateau pour On a obtenir ce que saisi le vous vouliez? bateau, et on a saisi le Mm. bateau, on a saisi le bateau pour les obliger à sortir du bois et réagir. Et voilà, et on est toujours en transaction, et c'est toujours d'une extrême vulgarité, Mm. c'est une honte à vrai dire. Mm. C'est une honte. Revenons au design, Philippe, si vous êtes d'accord. Vous parliez de la difficulté d'évoluer dans ce milieu des nouvelles technologies quand on est un designer. On sait que, c'est ce qu'on entend souvent au sein d'Apple, que le designer a le pouvoir par rapport aux ingénieurs. C'est pas toujours le cas dans ce secteur-là, Philippe. Non, c'est les ingénieurs qui ont raison. C'est les ingénieurs. Les ingénieurs ont la clé de tout. Nous ne pouvons. Enfin, pour un designer qui se pique de technologie, parce il y a des designs qui n'ont besoin pas de technologie, dans ce cas le designer fait ce qu'il veut. Mais quand on est un petit peu dans les matières avancées, dans les technologies avancées, nous on est là que simplement pour mettre en forme, esthétiser, mettre en perspective, quelquefois nettoyer le travail de l'ingénieur. Faut pas se mentir à soi-même. Surtout, je le rappelle, dans l'idée que moins sera toujours plus. C'est-à-dire qu'on va vers le moins. Et j'étais la semaine dernière en Angleterre avec Kevin Warwick, qui est le premier cyborg, qui est le premier homme, qui est le seul homme au monde aujourd'hui, qui a de l'électronique embarquée sur Embarqué. lui, dans lui, Mm. lui et sa femme. Et c'est évidemment lui le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul modèle de design qu'il y a, c'est Kevin. Le futur ordinateur, c'est Kevin. C'est-à-dire c'est vous, c'est moi, c'est une petite incision de rien du tout, et ça sera embarqué. C'est une telle évidence. Donc il n'y a même plus besoin de se poser vraiment de questions sur l'avenir du design de l'électronique. Il n'y en a pas. Alors, il y a beaucoup de polémiques. C'est vrai qu'Apple a permis, entre guillemets, de populariser, ce qui n'est pas toujours évident, le design dans les technologies, vous le disiez tout à l'heure, Philippe. Beaucoup de polémiques autour d'Apple en disant Apple n'innove plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand vous prenez ce produit, je vous le montre, c'est un iPhone 4, et vous Hein. mettez le dernier iPhone, l'iPhone 5. Ils sont très ressemblants, les designs sont très proches. On sait qu'Apple, à l'image des constructeurs automobiles, réfléchit à une, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, je ne suis pas comme vous un spécialiste du design, mais à une identité de marque, de sorte qu'un produit se reconnaisse du premier coup d'œil. Comment faire cohabiter cette stratégie de marque et la créativité? Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui disent effectivement Apple en termes de design n'innove plus, ça reste toujours la même chose, très minimaliste? Non, Il il est, voudrait presque qu'on change de design radical à chaque fois. Est-ce non, que c'est non. possible? Il est formidablement moderne et intelligent de ne pas changer s'il n'y a pas raison de changer. On ne change que si il y a une raison technologique ou ergonomique. Aujourd'hui, le design de l'iPhone, puisque je l'ai donné en exemple, est quasiment parfait. Il est au minimum de tout. Donc, si on voulait changer sans raison, c'est vrai qu'il faudrait en rajouter. Et rajouter est une erreur fondamentale structurelle. C'est une condamnation. Donc, tant qu'il n'y a pas de raison de changer, on ne change pas. Ce n'est pas un problème de family look, de marketing, parce qu'en effet, c'est vrai que nous sommes tous un peu bébêtes et on aimerait tous avoir de la nouveauté, surtout les magasins qui ont besoin de nouveautés, surtout les journaux qui ont besoin de nouveautés pour Mhm. parler, mais Donc, oui. la rigueur et l'intelligence fait que s'il n'y a pas de raison, on ne change pas. Ouais. Pour vous, donc, le fait de changer n'est pas un synonyme d'innovation. Souvent, il y En aucun a cas. une En aucun petite, cas. C'est ce que vous une aviez petite dit erreur. lors de la conférence Parrot. Oui, Fanny. Vous aviez parlé du casque, vous l'aviez dessiné pour qu'il puisse durer le plus longtemps possible et qu'on change finalement que le software. Alors, le Évidemment, casque, c'est le évidemment. Zik, hein, c'est ça, Oui, Philippe, hein, qui est un vous produit pouvez nous en formidable parler d'ailleurs. Ah oui, en je deux vais en mots, parler, Philippe? mais oui, on va parler de. Non, pardon, la Oui. longévité. La Mm. longévité est un des paramètres les plus modernes et qui sera confirmé dans sa modernité. La Kleenex Society est morte, et heureusement. Aujourd'hui, on est dans une société à volonté durable. C'est d'ailleurs pas une volonté, c'est une obligation, c'est une nécessité. Donc, quand on n'a pas besoin de changer, et c'est pour ça que même si vous avez un iPhone 3, je ne sais pas si ça existe, et Oui. si vous en êtes content, c'est pas la peine d'aller acheter le 5. Il faut acheter le 5 seulement si vous en avez besoin.
Mais moi, j'achète dès que ça sort, pour être sûr au moins que j'ai toujours le meilleur produit, mais je suis pas persuadé que j'en ai réellement besoin. Alors, pour parler de Parrot, Zik. du Zik, il faut, comme très rapidement, vous avez vu qu'en parlant d'Apple, on a parlé de Steve. Si on parle de Parrot, il faut parler d'Henri Seydoux. Parce Henri qu'on Seydoux, a patron, quand même fondateur. chez nous, on a un Steve, on a un Bill chez nous, KGMAP, un immeuble où il y a entre 400 et 500 ingénieurs, les uns à côté des autres, vous avez dû y aller sûrement. C'est quand même Oui. impressionnant de voir en France, en plein Paris, une telle concentration d'intelligence. Et à sa tête, comme toujours, comme les Bill, comme les Steve, il y a un visionnaire. Il y a un personnage extraordinaire qui s'appelle Henri Seydoux, qui est une sorte de professeur tournesol, qui a beaucoup de charme, qui est d'une brillance absolue. Et donc, D'une grande discrétion. non mais ah oui, d'une grande discrétion. Oui, bah, il est autiste. Hein. Non mais je me permets de le dire, c'est mon meilleur ami, je suis son témoin de mariage, donc c'est quelqu'un de Bah, très disons que pour un important journaliste, pour c'est moi. pas un super client, voilà. Non, non, ça j'imagine, j'imagine. Ouais. Ah, ça Il dépend. préférait se jeter par la fenêtre que faire un interview. Et j'imagine qu'il est capable, oui. Et donc le Zik a été très très long, non pas pour le design, parce que nous on a fait très peu de choses, je suis très content du design qu'on a fait, il est intelligent, il parle de bionisme, de biomécanique, il est totalement onctueux comme elle produit, mais la rigueur, le temps qu'ont passé Henri et ses équipes pour mettre au point cette interaction intuitive est vraiment extraordinaire. Et le résultat est extraordinaire. Je pense que le Zik est une addiction, c'est ce que je lui dis d'ailleurs. Je lui dis qu'il faut faire fasse gaffe à la brigade des stupéfiants, parce qu'on va bientôt interdire le Zik. On peut vivre complètement dans le Zik parce que c'est un des premiers produits qui n'est pas à l'extérieur de vous, qui est déjà un peu à l'intérieur. C'est très Alors, très formidable. à propos d'intérieur et d'extérieur, on parlait beaucoup de design matériel jusqu'à maintenant, Philippe. On a peu parlé d'interface, de logiciel. Parlons d'un autre produit que vous avez designé, notamment pour une autre réussite française qui est Free et la Freebox Révolution. Là, vraiment, ça a été un changement radical par rapport, il y avait beaucoup à faire par rapport au design précédent. En revanche, vous n'avez pas designé l'interface et c'est vrai on sent qu'il manque quelque chose par rapport à ça. Il manque une cohérence entre le design matériel et le logiciel. Vous ne trouvez pas? Oui, mais alors je vais vous dire un moment, chacun son boulot. Chacun son boulot. Je peux pas tout faire et clairement ils savent faire des trucs que je sais pas faire. Et espérons que ça soit lycée de Versailles. Non, je voulais qu'on travaille beaucoup plus sur le graphique, affichage et choses comme ça. Mais vous savez, là aussi, un travail très 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 long. Cette box a mis des années, des années et des années parce que chaque minute, Xavier lui aussi est un grand visionnaire, c'est un grand rigoureux, Génial, ouais. et chaque minute il changeait, ça changeait, ça changeait, ça changeait. La box sur la même idée a été changée en termes de position, de prise, de machin, d'afficheur, mais je sais pas, 50 fois. 50 fois. Donc, non, chacun son boulot. Ouais. Ils le font très bien, j'essaye de le faire correctement. Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis le départ de Steve Jobs à la tête d'Apple. L'un des plus récents changements, c'est que le designer en chef d'Apple, Jonathan Ive, que vous connaissez bien, a été non seulement nommé, c'était déjà le cas, vice-président en charge du matériel, c'est rare d'ailleurs qu'un designer soit nommé vice-président d'une entreprise, mais en plus à la tête du design logiciel. C'est qu'il y avait certainement un manque, Philippe, et un manque d'homogénéité entre le design plutôt réussi, c'est vrai, Je des ne produits sais, d'Apple et je son ne sais pas. interface. Je ne sais pas. Je suis pas assez spécialiste pour ça. Johnny était vice-président depuis longtemps. Hein. Ça fait Oui. plusieurs années qu'il était vice-président. Johnny était aussi une des seules personnes dans lesquelles Steve avait confiance, une confiance absolue. Et il est possible que dans le cadre d'un manque, que Steve était la meilleure personne pour garder l'esprit maison, pour garder le temple. Je le pense. Ouais. Lui aussi Pour a vous, travaillé tellement c'est le longtemps. gardien du temple. Ouais. Je pense que le Il va gardien du resserrer les temple, boulons, en clair. et comme c'est un très bon, c'est quelqu'un humainement en plus extrêmement intéressante, extrêmement rigoureuse, extrêmement honnête. Il n'y avait pas de raison qu'il ne prenne pas sa vraie place.
il y a eu une interview qui a fait beaucoup parler de vous, Philippe, parce on va conclure sur Apple, hein, qui a fait beaucoup parler de vous il y a 3 ans avec Philippe Vandel, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Alors, je ne sais pas si c'est une incompréhension. À un moment donné, et ça a fait le tour de la planète, Philippe Stark travaille sur un projet Oui, pour oui, non, Apple. c'est- Est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire? bon, c'est de la crétinerie. C'est de la crétinerie des médias. Ah, Je suis désolé d'avoir à le dire. C'est simplement un ça raccourci. fait plaisir. Non, non, mais, Allez-y, non, mais il Philippe. faut quand même appeler un moment un chat un chat. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai bonne mémoire, Vandel m'a demandé, vous faites un projet avec Steve. J'ai Hmm. fait oui. Et j'ai dit, je veux pas en parler. Il a dit, ah oui, bien C'était le sûr, le bateau, c'est fameux ça? secret, la fascination du secret de chez Apple. Et j'ai fait oui. Bêtement, j'ai fait oui. Et évidemment, dans ce cas-là, ça a permis un raccourci. Donc, c'est Vous pas un travaillez pour Apple. secret Steve Jobs, c'est un secret Apple. Et là, tout le monde trop content de s'embarquer là-dedans. Ça fait des tracas énormes. Nous, on a passé 15 jours en cellule de crise pour calmer le feu mondialement. La bourse est Pour montée, elle est déminer. descendue. Hmm. C'était terrible. Non, non, c'est de la sottise médiatique, c'est tout. Mais au-delà de Alors, ça, Philippe, monsieur si X, je me permets de te couper, Olivier, est-ce mais que vous vas-y. avez eu envie de travailler sur un produit Apple? Parce que vous parliez beaucoup avec Steve, donc moi je suis étonné de voir que T'es pas il allé n'y ait pas eu jusqu'au de bout. produit fait en commun entre Stark et Apple. Non, non, pour la bonne raison qu'il était à raison extrêmement content avec Johnny. C'était quelqu'un qui sectorisait énormément. Johnny est jamais venu donner son avis sur mon bateau, comme moi j'ai jamais donné, sauf à la demande exprès de Steve, car il me montrait toujours ses produits en avance, des mois et des mois en avance, mais il voulait simplement une opinion consultative de quelqu'un qu'il aimait bien, mais il n'a jamais été question de travailler ensemble. Je pense que d'abord, psychologiquement, ça l'aurait embêté. Parce que faire des ordinateurs, c'était son travail, tandis que faire son bateau, c'était son rêve. Et je pense Hmm. qu'il n'aurait pas aimé voir la même équipe travailler sur les deux, parce que son rêve serait devenu du travail. Je comprends, j'aurais fait la même chose à sa place. Vous disiez qu'il vous montrait les produits avant leur sortie. Est-ce que lorsque vous êtes rencontrés, il vous a parlé d'un projet dont il a beaucoup parlé dans son livre également? C'est cette future télévision qu'on annonce chez Apple. Non, non, je ne pense pas, je me rappelle pas, non, on n'a jamais parlé de ça, non, je Bien. pense pas. Euh, Fanny, peut-être une Alors, question il de y avait, il côté y avait quelque chose auditeur. d'assez drôle, il y avait quelque chose d'assez Oui, drôle. oui, C'est une Philippe. petite histoire amusante. C'est qu'à chaque fois qu'il me montrait un produit, il était très très fier. Il disait Philippe, regarde, regarde, ça fait ça, ça fait ça. Et à chaque fois, ça buguait. Et, et, et ça le mettait dans des états de rage absolue. On peut comprendre, mais c'était un rite absolu du bug quand il était tellement fier de me montrer un nouveau truc. Ouais, et c'est vrai que c'était la grande hantise de Monsieur X du temps des keynotes qu'il Oh organisait à là! Paris notamment. Hein, Monsieur X. Fanny, une petite question peut-être. Ouais, j'en ai deux dernières. Alors la Oui. première, c'est on me demande si, comme Dieter Rams, vous avez des règles de design que vous suivez, hein, des règles fondamentales pour élaborer Ah, un design. Et sinon, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous n'avez jamais designé et vous aimeriez designer quelque chose? Ça, Alors, c'était ma première question. Pardon, je vous coupe, Philippe, mais c'était ma première question, parce qu'il y a un très beau film qui s'appelle Objectified, où on voit Dieter Rams citer ses 10 principes de design. oui, alors Dieter Rams, il est allemand, hein. Il est allemand et je le connais d'ailleurs, c'est un monsieur extrêmement sérieux. Donc les Allemands très sérieux, ils ont besoin de mettre des règles. Moi, on va plutôt dire que je vis plus dans l'intuition, mais on va dire que la règle, c'est qu'il n'y a aucun produit qui peut être dessiné sur son produit, simplement pour lui-même, pour le produit. C'est-à-dire que avant tout, il faut élaborer dans sa vie une vision. Cette vision crée une éthique. Cette éthique peut produire des projets et ces projets peuvent produire un produit. Si vous ne faites pas cette démarche verticale du plus haut au plus bas, ça ne fonctionne pas. Et après, il faut absolument
que l'objet soit d'une honnêteté absolue, c'est-à-dire qu'il y ait une réalité de légitimité à exister du produit. Ça, il ne faut pas le faire. On peut faire des erreurs évidemment, mais il faut tendre à ça. Après, il faut utiliser le moins de matière possible. Il faut faire très attention à tous les paramètres symboliques, qu'ils soient sexuels, qu'ils soient politiques, après les paramètres écologiques. Donc, c'est un vaste travail d'équilibre de paramètres. C'est ça les règles. C'est ça qui font qu'un produit mérite d'exister ou pas. Après, l'autre question, y a-t-il des produits que je ne fais pas? Évidemment, puisque à une époque où le mot n'était pas connu, quand j'ai fait ma société il y a, je crois, presque 40 ans, Ubique, sur le titre du livre Ubique de Philippe Cadic, sur l'ubiquité, j'ai créé tout de suite une charte éthique qui est extrêmement simple, c'est qu'on ne travaille pas pour les armes, on nous a proposé, bizarrement, on ne travaille pas pour le tabac, on ne travaille pas pour les alcools forts, on ne travaille pas pour le jeu, on ne travaille pas pour la religion, on ne travaille pas pour les compagnies pétrolières et évidemment tout ce qui ne vient pas d'argent sale. Je peux vous dire que là il faut beaucoup de rigueur parce que ce que je viens de dire, de dénoncer, c'est juste les gens qui ont le plus d'argent au monde. Et c'est les gens qui ont d'énormes sommes d'argent pour se racheter des virginités avec des types comme moi qui sont un petit peu des perles à rigueur. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est évident. Tous les jours, on refuse des choses. Maintenant, le troisième volet de la question, c'est est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais faire? Non, j'ai rien envie de faire. J'ai rien envie de faire pour la bonne raison que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, il faut faire des actions, il faut se reconstruire, il faut se réorganiser afin de pouvoir être en phase avec les challenges, les enjeux incroyables qu'il y a en face de nous, qui sont devenus des enjeux vitaux. Aujourd'hui, le design peut peut-être améliorer la vie, mais en aucun cas ne peut sauver des vies. Donc, je suis en train de reconfigurer mes armes, reconfigurer mes outils pour voir comment je peux passer de l'inutile à l'utile. Mais faire une nouvelle chaise, il faut bien que j'en fasse. C'est avec ça que je nourris ma famille. C'est avec ça que je nourris 700 000 personnes, je crois, puisque c'est à peu près ce qui a été estimé comme gens qui travaillaient pour moi de façon directe ou indirecte. Donc j'ai des responsabilités sociales et humaines, mais c'est pas vers là que l'on tend, c'est clair. Moi, j'avais une question, Philippe. Est-ce qu'il y a un objet ou un service que vous n'avez pas du tout conçu et qui vous a fait envie, en vous disant pourquoi c'est pas moi qui l'ai accouché cette chose? Ou est-ce que rien ne vous fait envie en dehors de ce qui est sorti de votre cerveau? Ah non, moi tout ce qui sort de mon cerveau, je le déteste. Parce que ça montre tout, je suis mécontent de tout ce que je fais, c'est pour ça que je continue. Si j'étais heureux de ce que je fais, ça fait longtemps que j'aurais arrêté en disant bon ça va, tout va bien, c'est fait. Non, je suis tellement mécontent que j'essaye toujours de faire mieux. Tout mon travail me montre à moi-même mes faiblesses, ma lâcheté, mon avidité, plein de choses désagréables. Après, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire? Oui, sûrement, oui, sûrement. Mais ça ne me vient pas à l'esprit, mais surtout, j'ai pas l'esprit à ça. Si quelqu'un l'a fait, c'est bien, tant mieux. C'est quelque chose de moins que j'ai à faire. Et en plus, moi, je suis très réactif là-dessus. C'est-à-dire que les choses qui sont bêtes, vénales, malhonnêtes m'insupportent, j'essaie de les combattre. Quand il y a quelqu'un qui a fait un très beau boulot, j'essaye plutôt de le montrer, de montrer la différence entre un beau travail honnête et intelligent et une merde vénale. Il y a un style Stark quand même. Moi, un jour, je me suis retrouvé dans un bar à Pékin. Et il y avait une table en marbre longue, translucide, avec des défenses de serre. J'ai dit, tiens, ça doit être un truc Stark ici. Et Non, on se retrouve dans la même chose au Racine 2 à Paris, ou dans votre hôtel, vous savez, avec les petites roses à New York, off-Broadway. alors Il y a un style. c'est pas un style, c'est une logique. Parce qu'un style, ça voudrait dire que tout est pareil. Ce qui n'est pas le cas, dans la mesure où ma production est tellement large, des fusées de Virgin Galactic avec Burtrupatan, des Airbus privés aux méga yachts, aux choses super minimalistes de Steve, à des produits. Il y a tellement de choses qu'à chaque fois, j'emploie l'outil le plus adapté.
C'est-à-dire qu'on ne va pas dessiner un avion comme on dessine un petit café au marché aux puces. C'est pas la même chose. Le café au marché aux puces, c'est de l'affectif pur. L'avion, c'est de l'énergie et de l'efficacité pure. Donc, la logique de faire toujours au plus précis, au plus fonctionnel, au plus technique, oui. Et après, prendre tel outil, une pelle, une pioche, ça oui, évidemment, ça fait partie de la logique. Et est-ce que vous avez fait des projets uniquement pour vous, mais sans avoir, entre guillemets, un donneur d'ordre? Est-ce que vous avez des projets comme ça Ah bah c'est où il n'y a évident, pas il doit y entre... avoir... non mais il doit y avoir... là, je serais difficile au moins 30 à 40% des choses oh, plus que ça, plus que ça. Je sais pas, mais il y a une très grosse partie de la production qui vient essentiellement de moi, oui. C'est hélas, c'est-à-dire que dès que j'ai du temps, je continue à réfléchir et je produis des idées. Et comme ces idées s'avèrent pas trop idiotes quelquefois, eh ben elles sont suivies d'une compagnie, d'une production, de prototypes à vérifier. Et ça fait que je travaille 30 heures par jour et 600 jours par an. Parce qu'à force de lancer des idées en l'air, ben elles retombent sous forme de matière. Et il faut l'assumer. C'est comme faire des enfants. Faire l'amour, c'est vachement bien. Mais si à chaque fois on avait un gosse, on serait embarrassé. C'est un petit peu mon cas. Je crois que j'ai toujours un produit d'E-Stark chez moi, qui est le premier produit que j'avais pas acheté, qu'on m'avait offert, qui était les fameuses brosses à dents. Mais j'étais encore tout jeune, hein, j'avais une vingtaine d'années et j'avais eu ça à Noël. Et ça reste le produit pour moi qui est associé à votre travail, quoi, parce que c'est une des premières fois où je voyais un produit beau, très différent dans son approche fonctionnelle et pas cher et vendu en pharmacie. Et c'est ça, moi, qui me reste, quoi. Non, mais vous avez parfaitement raison. Je ne veux pas être trop prétentieux, mais c'est un produit un petit peu, c'est un moment de bascule. Parce que c'est un peu la première fois où on voit un objet humble, un objet honteux, normalement qu'on cache dans un tiroir, un objet intime, qui tout d'un coup s'offre comme un cadeau de Noël dont on est très fier, en ayant l'impression d'offrir une sculpture pour 3 euros ou 4 euros. Et donc c'était un grand moment pour le début de la démocratisation, en effet. Alors, Philippe, les produits d'Apple sont souvent beaux, mais on leur reproche en revanche d'être chers. Le consommateur ou l'amateur, Philippe, doit-il payer plus pour un bel objet? Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là. D'abord, le bel objet, ça n'existe pas. Il y a le bon objet qui mérite d'exister ou l'objet qui ne mérite pas d'exister. Le prix est un vrai sujet aujourd'hui. C'est pas parce qu'il est plus beau ou moins beau qu'on doit le payer plus ou moins cher. Ça, s'il y a des gens qui font ça, ils sont crétins, c'est pas de leur faute. On peut rien faire. Mais c'est plutôt, est-ce que l'on paye le vrai prix? Est-ce que tous ces produits que l'on a devant nous sont-ils à leur vrai prix? Est-ce qu'ils ne sont pas trop pas chers? J'ai l'impression que ces objets ne sont pas assez chers. Je pense qu'on a tellement voulu longtemps le moins cher, la moins-disance, qu'aujourd'hui on arrive à des produits qui n'ont plus leur vraie valeur. Et il n'y a que notre hypocrisie et l'hypocrisie globale de la société pour refuser d'admettre, pour jouer l'autruche, pour refuser d'admettre que quelqu'un paye la différence. Et la personne qui paye la différence s'appelle un esclave. Et il faut quand même reconnaître que nos produits sont fabriqués par des esclaves. C'est ça qui nous permet de les avoir pas chers. J'étais à TED l'année dernière, où il y a un monsieur très sérieux qui nous a montré, preuve à l'appui, qu'il y a encore 27 millions d'esclaves dans le monde. 27 millions. Alors, il a dit quelque chose de très drôle d'ailleurs, si on peut dire. Il a dit, mauvaise nouvelle, il y en a encore 27 millions, mais bonne nouvelle, c'est décroissant parce que leur valeur descend. Parce que la robotique est en train de remplacer l'esclave. Reste qu'aujourd'hui, il faut savoir que notre t-shirt à 5 euros et notre beau téléphone pas cher, c'est parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en camp de concentration. Ça, on ne les aurait pas. Ça vaudrait beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Moi, je me permets de vous poser une petite question complémentaire là-dessus, parce que je suis assez sensible à cette thématique que vous évoquez. Alors, peut-être que je me fais des illusions, hein, mais il y a une marque que vous devez connaître qui est japonaise, qui s'appelle Muji.
et qui dit à peu près cette chose. Les produits, on les paye plus cher, on les fait fabriquer effectivement par, entre guillemets, de la main-d'œuvre qui coûte moins cher, pour payer un écart de prix qui est avant tout composé par des coûts de publicité et de communication. Donc nous, Muji, on va faire des produits, on fait zéro publicité, zéro communication, ce qui nous permet de les faire concevoir et fabriquer par des gens qu'on paye dignement, et de les vendre toujours à un prix relativement serré, parce qu'on a zéro budget de communication et zéro budget de marketing. Et c'est vrai que quand on va dans un magasin Muji aujourd'hui, on a des objets fonctionnels, on aime ou on n'aime pas, à pas trop cher, et qui ont été pensés, normalement fabriqués dans des conditions, on va dire, honnêtes ou correctes. Est-ce que c'est ça l'avenir ? Est-ce qu'on doit supprimer la pub ? Moji est un excellent exemple, en effet, d'une idée éthique. Il y a une dérive Muji, puisque en fait, il y a un maniérisme stylistique, parce qu'ils veulent surtout montrer à quel point c'est éthique. Et en fait, c'est des produits qui pourraient être aussi plus rigolos, mais c'est aussi leur signature, et on va aussi acheter un produit Muji parce qu'il ressemble à un produit Muji. Mais reste que l'idée est totalement juste. Enlever le superflu, enlever les emballages inutiles, la publicité inutile, et payer les gens à leur juste prix serait quand même un petit peu plus correct. En effet. Non, Muji a raison. Muji a raison. Je pense d'ailleurs que le marché va se diviser, est déjà en train de se diviser, entre compagnies éthiques et compagnies non éthiques. Les compagnies non éthiques, on les connaît aujourd'hui, c'est les gens qui, très intelligemment, avec beaucoup de talent, beaucoup de moyens, beaucoup de science, se creusent la tête pour inventer des produits, non pas pour rendre un service, mais seulement pour qu'ils soient vendus et pour gagner de l'argent. Donc ils inventent un système unilatéral, c'est-à-dire qu'ils ne font que prendre l'argent dans la poche de ce qu'ils appellent les target consumers. Je pense que ces compagnies-là sont appelées à mourir assez vite. Elles doivent avoir 15 ans devant elles, parce que heureusement les valeurs changent, elles sont obligées de changer, les valeurs morales évoluent, et l'avenir est aux compagnies éthiques. Alors qu'elles soient aussi caricaturales que Muji, c'est pas du tout obligatoire, mais on voit émerger des compagnies éthiques, comme nous. Nous sommes une compagnie éthique. Mais par contre, on n'a pas fait un style éthique, puisque c'est inutile. Dernière question, vous disiez qu'une entreprise doit être éthique aujourd'hui. Donc, design éthique, entreprise éthique. Est-ce qu'Apple n'a pas le choix que de relocaliser sa production interne aux États-Unis ou en Europe et au-delà, et donc pas seulement en Chine. Et éthique, parlons aussi 30 secondes d'environnement, c'est aussi une problématique des designers de concevoir des produits recyclables. C'est complexe parce qu'aujourd'hui, je crois que l'on est dans un système extrêmement pervers et je ne suis pas persuadé que je puisse répondre. Dans la mesure où on n'est jamais sûr d'abord comment est fabriqué votre produit. C'est un système très pervers, vous savez, où on cache les vraies usines, les fausses usines, on a. Après, que se passerait-il dans le marché si les produits que nous utilisons tous les jours revenaient à leur vrai prix ? Si aujourd'hui, on va dire, votre téléphone, votre iPhone, qu'en général on vous donne gratuitement, vous allez le payer 3 000 €. Il se passerait quelque chose. Pourtant, à un moment, il va bien falloir se poser la question. Je pense que c'est un moment que je souhaite le plus rapide, qu'il arrive le plus rapidement. On penserait que la solution pourrait être qu'à ce moment-là, il serait tellement dématérialisé qu'il n'y aurait plus besoin d'en fabriquer autant de matière, donc on aurait moins besoin d'usines, mais je pense quand même qu'il y a un gap de temps, donc je n'ai pas de solution. Je n'ai pas du tout de solution. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment aujourd'hui on peut produire un produit à son juste prix. Je ne sais pas. Et question complémentaire, quid du recyclage dans la démarche de design ? Est-ce qu'on doit s'obliger aujourd'hui à utiliser des matériels recyclés ou c'est juste une fois de plus une attitude ? Non, c'est les deux, c'est les trois, c'est les 10. C'est très complexe. L'idée, c'est que le recyclage n'est pas une solution, n'a jamais été une solution. Le recyclage a été un énorme pot de vaseline créé par le capital pour continuer à produire et à vendre.
en disant ce n'est pas grave mes petits chéris, vous pouvez continuer à acheter des trucs inutiles, vous pouvez continuer à les jeter, n'importe comment vous les recycler. Et c'est pas grave, donc vous êtes pardonnés. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le recyclage, d'abord il faut bien lire la notice, on s'aperçoit qu'un sac plastique recyclable, c'est formidable, mais en petit, il y a marqué qu'il c'est 50 ans à 23 degrés précisément dans un tel milieu et ainsi de suite, donc ça veut dire qu'il n'est pas recyclable. Et surtout, ça consomme énormément d'énergie et ça produit globalement de la merde. Donc, on ne peut pas tout faire avec des produits recyclés. Donc, ce n'est pas une solution. La seule solution, c'est de réfléchir avant l'achat. En a-t-on besoin ou pas ? Puis, si on en a vraiment besoin, de trouver le produit qui aurait été le plus intelligemment fait en termes de vision, en termes de qualité matérielle, afin qu'il dure le plus longtemps possible. La seule solution pour pallier à la surconsommation, c'est la longévité, la transmission et l'héritage. Moi, quand je suis né, quand j'avais 20 ans, le mot héritage, transmission, on rigolait en disant parole de papy, parole de bourgeois, et ainsi de suite. Je peux vous dire, ce mot est redevenu à la mode. Quel est l'objet high-tech qui n'a pas été inventé d'après vous, et dont vous rêvez? Il y en a tellement, il y a tellement de nécessités, qui n'ont pas encore été répondues, mais ce n'est pas de savoir quel objet manque, c'est comment va-t-on les faire disparaître, comment va-t-on pouvoir avoir des produits intelligents et compétents, mais qui auront suffisamment disparu pour remettre l'humain à sa place. Messieurs, on a été très long et puis Philippe est attendu, donc je vous propose tout de suite de passer à notre concours. Un beau cadeau aujourd'hui, tout de suite, jingle. Cette semaine, on refait le Mac et Sonos vous offre une paire d'enceintes Sonos Wi-Fi Play 3 accompagnée de son bridge d'une valeur globale de 700 €. Pour remporter ce lot, répondez à cette question. Comment s'appelle le bateau dessiné par Philippe Stark pour Steve Jobs? Envoyez votre réponse sur Twitter avec l'hashtag ORLM. Le gagnant sera tiré au sort. Bonne chance! Voilà, soyez attentifs. La réponse, elle est tout simplement donnée tout au long de cette émission. Donc c'est facile comme question quand même encore cette semaine. Un beau cadeau que vous fait On refait le Mac et Sonos. Tout de suite, les coups de cœur de nos invités et chroniqueurs. On refait le Mac. Les coups de cœur, on commence tout de suite par Philippe parce qu'il doit vite s'en aller. Philippe, votre coup de cœur aujourd'hui? Mon coup de cœur, j'ai un coup de cœur pour ma femme. Tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Et je n'aurai jamais de coup de cœur ou de coup de gueule contre un produit parce que les produits, je m'en fous. Merci beaucoup Philippe d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre confiance et désolé de vous avoir mis en retard pour votre rendez-vous suivant. Au revoir. Monsieur, quel est votre coup de cœur? Quel est ton coup de cœur aujourd'hui? Alors, mon premier coup de cœur, c'est une application pour iPhone et iPad qui s'appelle Ambify, A-M-B-I-F-Y. Alors, qu'est-ce que c'est Ambify? C'est une application compagnon des fameuses ampoules Philips Hue. Vous achetez cette application. Oui, je sais, c'est ma marotte. Vous achetez cette application. Elle va piloter comme l'application Philips d'origine vos ampoules, mais ce qu'elle va faire en plus, c'est qu'elle va les faire s'allumer, s'éteindre, battre en fait au rythme de la musique que vous avez choisie dans iTunes. Et ça transforme donc vos ampoules Philips Hue en rampe de spot qu'on utilisait dans les booms dans les années 80. C'est assez génial. Voilà, maintenant mon couloir est une immense boîte de nuit bercée tantôt de Mozart et tantôt d'ACDC. Donc c'est assez génial. On change. Voilà, Ambify. Et je remercie quelqu'un sur Twitter qui s'appelle Mike Pilote qui m'a fait part de la sortie de cette appli. Je le remercie encore parce que je l'utilise tous les jours. Voilà, et puis un petit coup de cœur spécial pour ce numéro qui restera spécial. Si Philippe était resté, je lui aurais demandé, je crois qu'il l'a jamais fait, pourquoi et s'il n'avait pas envie de dessiner ou de concevoir un sabre japonais, un katana, parce que pour moi c'est un objet qui approche la perfection. En plus, c'est voilà. Il t'a répondu. Il ne fait pas dans les armes que je pratique. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu plus que ça. C'est une pièce d'art. C'est de l'art. C'est pas. C'est au cœur de son discours de longévité. Moi, c'est un objet que je manipule toutes les semaines et ça serait un petit peu mon rêve, c'est de voir sa
sa démarche autour d'un projet immortel comme un katana et voir ce qu'il pourrait en refaire. Bon, Olivier, si tu lui reparles, tu peux peut-être lui glisser On la va question. essayer. Je ne sais pas s'il va encore nous parler après cette émission, parce qu'il a dit plein de choses. J'espère qu'il ne va pas regretter. On a appris plein de choses passionnantes. Rodrigo, quel est ton coup de cœur ce soir, aujourd'hui? Non, on fait de jour aujourd'hui. Je suis ravi qu'il y ait une autre application pour les Philips Hue, parce Ouais. que l'application de base est vraiment pourrie. Ouais. Elle ne Des fait ampoules- rien. des Et c'est ampoules con parce que Wi-Fi. Philips vend par exemple des petites lumières qui changent de couleur régulièrement et tu peux pas le faire avec l'application normale, elle est très très mal conçue donc j'en suis ravi. Moi je vais vous parler de 2-3 choses. D'un truc super illégal. Ouais, c'est une appli pour les jailbreaks pour iOS. On va se faire des amis encore aujourd'hui. Tiens, allez, vas-y, balance. Qui est, je crois, contrecarré par la dernière 6.1.3 déjà. Mais j'ai pas testé parce que moi je jailbreak pas. Mais le truc s'appelle iPrivacy. Et ça fait quoi? Ça apporte le multi-compte sur iOS. Ah, enfin, ça Voilà. marotte, ça. Génial. Mais ouais, donc, Possibilité. bah voilà. Et Un donc, compte pour les enfants, un compte pour les parents, pour chaque membre de la famille. En ah clair. bah voilà. Ce que Apple ne fait pas en termes d'innovation, Ouais, les gens c'est le vrai que font ça déjà. manque, hein. Et ça nous manque. Et Surtout donc, quand ma fille me chope iPrivacy, mon iPad. ça marche dessus. Et ça marche bien? Deuxième, ah, je sais pas, j'ai pas testé. Ah, je croyais, pardon. Mais comme quoi c'est possible, c'est ça. En Oui. fait, Bah, Rodrigo, hein. bravo. On n'en doute pas. J'ai vu passer, j'ai trouvé l'idée très chouette, très intéressante quand Hessel est mort. Vous savez, c'est ce grand philosophe, Stéphane écrivain Hessel. français qui a eu un impact mondial. Donc les gens indignés dans le monde entier, Indignez-vous. indignez-vous, donc ce petit opuscule de trentaine de pages. Eh ben, Le Monde a fait une appli sur iPad sur Stéphane Hessel. Et je trouve ça c'est très chouette. C'est un tiré à part quelque part, mais en numérique sur iPad. Donc vous pouvez l'acheter, ça coûte une blinde, c'est 5,99 €. Mais c'est Il nous très apprendra des intéressant. choses. Ouais, Voilà. ouais, c'est intéressant et du coup ça vaut le coup, tu vois, ça fait genre un bouquin à 6 €, ça vaut le coup de le faire. Et puis en ce moment, je suis en train de tester une autre appli. Ils sont pas très bons en marketing parce que je l'ai entendu parler, mais vraiment par hasard, en surfant le web sur autre chose. Ça s'appelle Urban Pulse. C'est fait par Veolia Transdev, donc vous voyez, des gens très sexy. Et ça vous calcule les temps de trajet en mode multimodal. Donc ça mélange le bus, le train, les transports en commun, à pied, dans les villes, avec du couponing local, avec les restaurants dans le coin, ça vous géolocalise. C'est assez rigolo. Il y a pas mal de villes déjà. Vous trouvez New York, la Nouvelle-Orléans, Paris, mais il y a plein d'autres villes qui arrivent. Donc à tester, Urban Pulse. Moi je suis en train de tester ça. Bien, et de mon côté, merci Rodrigo, mon coup de cœur, on va pas aller très loin pour une fois. C'est ici, c'est à écrire le dernier numéro d'Écrit avec Camille Lebeau en avant-première. Il devrait arriver le jour. Il a fallu préparer cette émission, hein, croyez-moi, ça n'a pas été simple, donc on n'a pas forcément le temps de chercher les coups de cœur. Mais là, celui-ci, il est spécial, c'est un numéro exceptionnel. Quelle est la meilleure box pour votre Mac? La rédaction a testé l'ensemble des box ADSL du marché pour non pas dire intrinsèquement quelle est la meilleure, mais quelle est celle qui est la mieux taillée pour le Mac. Vous trouvez plein de trucs et astuces pour vraiment tirer parti de toutes les fonctionnalités. On en a parlé brièvement avec Philippe Stark de la Freebox Révolution, mais toutes les possibilités, tout ce qu'on peut faire avec sa box aujourd'hui. Même nous, à la rédaction, on a découvert des choses. Donc, je vous invite vivement à feuilleter le prochain numéro d'Écrit. Voilà, merci mesdames, messieurs d'avoir participé à ce 130e numéro. Nous sommes arrivés à la fin, croyez-moi. Il y a eu quelques soucis techniques, mais nous sommes parvenus. Vous retrouvez Fanny très prochainement dans une Fanny's Party. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine sur On refait le Mac et bien sûr sur son Twitter @TrueMrX. Merci Monsieur X. Merci Olivier. Eh ben écoute, merci à toi, quoi, parce que voilà, des rencontres comme ça, c'est toujours magique. Bon, espérons qu'il y en aura d'autres. On va essayer de vous en faire d'autres, des surprises. On va essayer d'aller plutôt vers les États-Unis la prochaine fois. Et enfin, merci Rodrigo d'avoir été là cette semaine encore une fois avec nous. Aux horaires de bureau. Ouais. Au horaire de bureau. Oui, c'est un peu perturbé le fonctionnement de la rédaction ce matin. Voilà, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et je vous dis au revoir.